Ravi de vous retrouver dans Lady vous écoute. Aujourd'hui, nos invités viennent nous parler de ce qui nous attend tous. Vous savez, quand nous allons rentrer dans le troisième âge. Oui, il faut pouvoir s'occuper de nos anciens, les accompagner. Alors les anciens, les aînés, avec tout le respect que nous vous devons. Ça n'est pas de vous déconsidérer que de dire ancien. En tout cas, nous allons en parler. Merci donc de rester bien avec nous et puis écrivez-nous ladyvousécoute@gmail.com. Ensemble, nous recevons Huguette Sangaré-Tuis. Bonjour Huguette. Bonjour. Merci d'être venue. Vous êtes la présidente de Santé Espoir et l'association FPA, formatrice des adultes. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Et avec nous, merci d'être venue, Ménéakou Cécile Guébo. Bonjour. Bonjour. Ouais. Merci pour votre présence et merci pour ce que vous faites alors dans votre vie professionnelle. Vous êtes ambulancière, mais vous avez à votre actif aussi l'association Nyato Diaspora pour l'aide et le confort du troisième âge. Nous allons donc parler du troisième âge, mais avant cela, je voudrais vous inviter à regarder ensemble un bout de vidéo parce qu'il y a dans l'actualité, je voudrais la désigner ainsi, ce qu'a fait un acteur qui lui-même aussi est auteur de films en la personne de Chris Nyamke qui n'a pas pu être avec nous, mais qui a à son actif ce sujet qui est en écho, qui fait écho à ce que nous proposons aujourd'hui. Ce film s'intitule « Ne m'abandonne pas, Sagalov ». Je vous invite à regarder ceci avec nous et nous saluons Chris Nyamke pour avoir fait ce travail. Ce n'est pas que du cinéma, c'est surtout de la réalité. On regarde ensemble. Les enfants qui ne s'occupent pas de leurs parents, ils vont payer ça après. Hein. Même ils ont des enfants, mais les enfants ne vont pas s'occuper d'eux. Aujourd'hui, je suis toute seule, il n'y a personne. Excuse-moi. Ça fait du bien de parler. Ça fait combien de temps t'es pas venu le voir, Victoria? Mais juste un mois. Juste un mois, Victoria. Mais Un mois, tu le prends en fait. Ma situation ceci, elle est difficile. Papa, il s'est battu toute sa vie pour nous, Victoria. Toute sa vie. En fait, j'ai l'impression... Chez moi, c'est compliqué avec les Laisse-moi enfants. parler. La meilleure solution, ça reste la maison de retraite. On te l'a dit. À cause de votre confort, vous voulez le laisser. Donc, je m'occupe de lui. Tous dit. Même ici, vous venez pas le voir. Quand il sera là-bas, Bah, on va faire comment? têtu. Et t'en fais qu'à ta tête. C'est moi, je m'occupe de pas... Je t'ai demandé un saut. Je t'ai demandé des sous, Victoria. Tu parles. C'est moi qui ai buté. Mais tu nous écoutes pas. Mais c'est moi qui ai buté. Pourquoi? Comment ça? Il s'est même pas plié un linge. Mais c'est pas possible. Mais Madame Oh, t'es Martin, bien un nègre. Je te Madame jure, c'est Martin, tout vous êtes fou en pagaille. désagréable, hein, Madame Martin. Ah oui, je suis désagréable, mais tant mieux. Mais Ouais. c'est super alors la Corse. Ouais, c'est beau. C'est beau? Enfin, moi, j'étais en Corse. Ah bon? Ouais. C'est super joli la Corse. C'est joli comme tout. Puis l'année suivante, ils y reviennent. Et l'œuf, il n'a pas pourri. L'œuf n'a pas pourri. Non, c'est toujours le même. Qu'est-ce que vous me faites, Madame Martin? Tu me plais pas. Bonjour, Monsieur Garnier. Je vous ai déjà dit de m'appeler Marcel. Monsieur Garnier, mais ça me gêne un peu. J'ai une surprise pour vous, Monsieur Garnier. Est-ce que vous vous rappelez de notre dernière discussion? Le Yassin, Exactement, et là, il est tout chaud. Vous allez adorer. vous êtes vraiment adorable. Ça me fait plaisir, Monsieur Garnier. Bah, vous me faites penser à mon fils.
C'est gentil, monsieur Garnier. Moi, j'attends qu'une seule chose. C'est de pouvoir rejoindre ma femme à l'EHPAD. Mais il n'y a pas de place. Alors j'attends. Mais c'est quoi tous ces bleus, monsieur Garnier? Ouvre. Vous êtes tombé récemment? Non mais j'ai trop passion à faire après. Vous avez reçu de la visite récemment à part l'auxiliaire de vie? On boit rien. C'est donc ce film de Chris Nyamke que nous saluons et que nous remercions vraiment pour avoir mis sur la place publique ce travail fait auprès des personnes âgées, de l'accompagnement, de la nécessité de leurs besoins. Alors, vous avez vu ce que vous avez vu. Il y a bien sûr inspiré de la réalité, mais il n'y a pas que cela. Je voudrais, mesdames, vous laisser réagir à ce sujet et puis nous parler surtout de pourquoi vous vous êtes engagées auprès des personnes âgées. Huguette. Oui, merci Lydie pour la parole. Je suis très touchée par ce que je viens de voir, mais ce sont des habitudes qu'on trouve sur le terrain, des attitudes aussi. Et mon parcours de vie et professionnel a toujours été très, très axé dans le service d'aide à la personne. Ce qui fait que aujourd'hui, vu tout ce qui se passe et les plaintes non seulement des bénéficiaires et des structures d'aide à la personne, j'ai décidé de mettre en place une structure d'accompagnement pour envoyer des assistants de vie qui vont travailler chez des aînés. Pourquoi? Parce que moi-même étant ADVF, assistante de vie aux familles, après le passage de certains collègues ou bien certaines structures aussi d'aide à la personne, il y a toujours des manquements. Et du coup, le travail reste pour une ou deux personnes. Parfois, les bénéficiaires se plaignent et du coup, on ne sait pas comment on va ajuster le tir. Pour le faire, il fallait trouver des voies et moyens pour pouvoir amener, je ne sais pas si on va dire le gouvernement, à faire bénéficier des intervenantes, mais à une façon plus réduite. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce que plus le temps est long dans le service d'aide à la personne, les gens arrivent très fatigués. Parfois, c'est la bénéficiaire qui subit. Les gens arrivent avec leurs problèmes. Parfois, c'est la bénéficiaire qui subit. Alors, quand vous dites les gens, vous parlez des professionnels donc, qui sont au service de la là, personne. Oui. Ce sont des professionnels au service d'aide à la personne, mais on ne va pas trop les appeler pros, parce qu'on a remarqué qu'aujourd'hui, les gens ont de l'emploi, ils n'ont pas de métier. Vous comprenez ce que je veux dire? Précisez votre point. Parce qu'il faut qu'on forme les gens avec des qualités pro, qu'ils adoptent des qualités pro pour aller intervenir dans des domiciles. Mais les gens prennent... ont un diplôme pour un emploi, pour une sécurité financière. Sans avoir forcément vraiment, le cœur, on va le dire, pour... ils n'ont pas ce cœur-là. C'est le métier de l'humain. Et pour le faire, il faut vraiment le cœur, comme vous dites. Alors, on va revenir, bien évidemment, nous sommes là pour cela. Je voudrais, avant de vous laisser nous parler de votre engagement à vous, Cécile, vous nous parlez de votre métier d'ambulancière, déjà, et puis comment et pourquoi vous avez souhaité apporter votre aide, justement, au 3e âge. Ok, merci Lydie. Mais, comme on l'a dit, je suis ambulancière, ça fait 10 ans. Et ce métier... Pourquoi? Parce que j'aime prendre soin des gens. J'aime prendre soin des gens, j'aime m'occuper des gens, j'aime... En gros, pour moi, l'humain, il est important.
Donc, j'ai fait ce métier pour assister. C'est une assistance aux personnes. Donc, il fallait passer par des concours, des examens, des formations pour y arriver. Ce que j'ai fait. Et j'ai servi ce métier sur 10 ans et j'ai beaucoup d'expérience dans cela par rapport à le troisième âge, la jeunesse, les adultes, les enfants et jusqu'au troisième âge. Et c'est quelque chose, c'est un travail pour le faire, il faut vraiment l'aimer. Il faut aimer ce métier. Sinon, si tu n'aimes pas ce métier, c'est pas possible. Alors, pour parler de l'accompagnement du troisième âge, vous entendez ce que disait Huguette précédemment, et quel est le vécu, ou plutôt quels sont les constats que vous avez eu à faire pendant votre parcours en milieu hospitalier, en tant qu'ambulancière, dans l'accompagnement des personnes? Qu'est-ce que vous avez relevé qui vous est motivé ou qui vous est déçu? Déjà, à la base, je voulais faire comme ma collègue. Et je voulais travailler dans des maisons de retraite, comme auxiliaire de vie ou pour accompagner les personnes âgées dans les structures. Pourquoi dans des maisons de retraite? Pourquoi vous aviez envie de travailler dans Parce que pour moi, bon, déjà en tant qu'Africaine, c'est important de s'occuper du troisième âge. Oui. Et donc je me suis dit, si je travaille dedans, ça va me permettre de m'approcher d'eux, d'apprendre, parce que c'est des personnes âgées qui ont beaucoup de savoir. Et à côté de ça, il faut les aider parce qu'ils n'ont plus la force qu'ils avaient hier. Donc, il faut les accompagner, il faut les aider, il faut apporter quand même un petit réconfort, ce qu'ils n'ont pas. Et en maison de retraite, j'ai refusé. Pourquoi? Parce qu'il y a de la maltraitance voilée. C'est-à-dire? Les personnes âgées sont maltraitées et personne ne sait de quoi. En fait, les personnes, ils souffrent, mais c'est pas... Je sais pas. C'est pas visible. C'est pas visible. C'est tordu quand même tout cela, Huguette. Oui, parce qu'il y a des personnes âgées qu'on force à donner à manger. Mangez pas le temps. Je te fais ta toilette, pourquoi tu t'es sali? Des coups de poing, je te pousse, je m'en fous, hurle, mon heure de repos il est arrivé. C'est effroyable. Tout simplement. Amis téléspectateurs, écrivez-nous. Vous avez certainement des personnes de cet âge-là autour de vous, les familles. Comment se passent les choses? Nous sommes intéressés de le savoir. Mais alors, que faire? Parce que là, il y a le milieu des professionnels, mais il y a les familles avant tout. Avant que les parents donc, du troisième âge se retrouvent, vous levez les yeux au ciel, c'est-à-dire que vous pensez que les familles sont démissionnaires et que c'est pour cette raison que les personnes se trouvent dans des milieux médicalisés peut-être? Aujourd'hui, je vais parler de la personne âgée en France. Parlons-en. En France, les personnes âgées sont délaissées par leurs enfants, par leur famille. Quand vous dites en France, vous parlez des familles françaises seulement ou de toutes les familles? Je pense que c'est devenu, comment on appelle, généralisé. Oui. Les enfants grandissent, donc ils quittent la maison. Ils sont souvent loin des parents. Ils ne peuvent pas venir tout le temps comme... donc, pour une solution bien précise, on trouve la personne âgée. Soit on lui trouve une auxiliaire de vie, soit on la met en maison de retraite. Une fois en maison de retraite, on se dit, elle est bien là-bas, elle a des personnes pour s'occuper, donc on s'en fout un peu. Et la personne âgée peut rester dans l'EHPAD ou bien dans la structure pendant des années sans tout voir. Sans recevoir de visite. Sans recevoir de visite. Et ça, c'est écœurant. Ça va se passer sur les fêtes. Il faut que la structure appelle les enfants pour leur dire c'est la fête de Noël ou bien c'est l'anniversaire de votre parent. Et ils vont faire l'effort de venir une ou deux fois vite fait, 1 heure, 2 heures, les balader, les remettre et repartir tout de suite. Et quand tu vois combien de fois les parents en France se sont occupés de leurs enfants, c'est pas juste. Je vous laisse réagir à cela, Huguette. Oui, c'est vrai ce que dit ma collègue, mais je vais rajouter, on va partir sur 2 cas de figure. Ce que j'ai toujours rencontré dans les maisons, soit les maisons de retraite, soit dans les centres médicalisés pour les suivis de soins, soit dans des hôpitaux, parce que j'ai certaines aînées jusqu'à présent, quand elles sont malades, elles exigent que c'est moi qui viendra faire leur toilette.
c'est pour une habitude et pour question de dignité. Donc, elle ne va pas se laisser tripoter, on va dire, par tout le monde. Donc, quand je parle de 2 cas de figure, c'est quoi? C'est que il faut qu'on admette aussi que il y a des enfants qui travaillent très, très loin de la France. Pourquoi je suis présidente d'une association? Nous, on accompagne des aînés seuls. Pour rompre l'isolement, nous, on les assiste en leur faisant des petites courses, balades, cuisine, ménage, en contrepartie des dons qui nous permettent d'habiliter les centres de santé en Afrique. Nous avons des personnes qui nous appellent depuis la Suisse, l'Hollande, la Thaïlande, d'aller regarder leurs parents. Eux, ils passent des coups de fil une fois de temps en temps. Mais quand nous, on arrive, ces aînés vont vous parler des enfants comme si la personne est passée hier. Huguette, tu sais, mon fils était là. J'ai dit, mais il est venu de la Thaïlande. Non, regarde sa photo et tout. Ça fait mal, mais moi, pour les réconforter, je dis, pourquoi il est parti en Thaïlande? Il m'a dit qu'il partait chercher du travail. Et figure-toi, s'il est à côté, avec ma petite retraite, je ne pourrais pas le soutenir parce que ce côté, c'est nous les mamans. Nous, on pense toujours que nous, on doit aider nos enfants jusqu'à... Vous comprenez, même quand l'enfant est adulte, on a toujours cette petite souciance. On se dit toujours que on aura quelque chose à leur apporter. Mais quand je leur dis, dès qu'ils pourront, ils seront là. Et l'autre cas de figure, c'est que les personnes sont là, ces personnes n'ont pas de temps. Un coup de fil, pas du tout. Une fois de temps en temps, je vais passer ce week-end, Huguette vient m'aider à faire des trucs, mes enfants vont passer, eux ils ne passent pas, ils passent un coup. Je devais passer, il y a des soucis. Donc, je vis avec ma mère. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais l'accompagner à l'hôpital. C'est pour vous dire aussi que c'est super prenant. Alors, nous la saluons déjà. Donc, c'est super prenant. Pourquoi je dis c'est super prenant? Il faut une organisation, mais vraiment au préalable. Mais est-ce que ça n'est pas finalement, entre parents et enfants, enfants et parents, n'est-ce pas du même registre que quand on est parent de devoir s'occuper de ses enfants et quand on est enfant grand devenu de pouvoir s'occuper des parents? Est-ce que c'est plus compliqué que cela ne l'a été pour les parents? Pourquoi à ce moment ça devient difficile? J'ai compris que s'il y a une mise en place de la cotisation de l'APA pour accompagner certaines personnes, certains aînés à bien vivre leur jour jusqu'à la fin, c'est ce jour que j'ai compris pourquoi on emploie les gens d'aller soutenir les personnes seules chez elles. Parce que parfois, on ne s'en sort pas. Ici, même, je crois que même en Afrique maintenant, les gens vont comprendre parce qu'on prenait les parents, on venait laisser à la maison, mais si on n'a pas une aide ménagère là, on ne s'en sort pas. Et quand bien même on en a une, le cauchemar n'est jamais bien loin. Voilà. Alors, si vous voulez, avant de continuer dans cette émission, nous allons partir regarder en images ce que fait l'association Adivas, qui s'occupe aussi, c'est une dame que nous avions reçue dans Lady Vous Écoute il y a un an déjà, en la personne de Madame Bitek, qui donc a cette association et va sur le terrain, en Afrique, au Cameroun précisément, pour mener des actions. On va regarder quelques vidéos de ce qui s'y fait, puisque des personnes âgées, il y en a partout, et où que l'on soit chacun, notre devoir, il nous incombe de les accompagner. On regarde ceci ensemble. Nous sommes au village d'Ikos. Nous sommes presque à la finition des offres que vous avez envoyées, données aux personnes âgées de la population d'Ikos. La population vous remercie. La présidente fondatrice Viviane Bitek, l'association Adivas. La population d'Ikos vous remercie. On a remis les cabas, les petits paquets qui viennent du fond du cœur aux papis et aux mamies. Elles sont très contentes, très contentes. Merci. Merci, très bonne journée. C'est donc Viviane Bitek, avec son action au Cameroun, l'association Adivas, qui accompagne aussi les personnes âgées. Alors,
où que l'on soit, c'est là où nous voulons vraiment vous emmener, amis téléspectateurs, que vous soyez dans vos pays respectifs, que vous soyez à l'extérieur de vos pays, les personnes âgées, il y en a partout et le rôle de chacun, c'est de pouvoir les accompagner au-delà de nos parents, à nous, parce que des personnes âgées, il y a nos parents, il y a les parents des autres qui peut-être ne sont plus là. Vous vouliez réagir à ce que disait Huguette? Oui, effectivement, comme elle le disait, les personnes âgées, une fois que les enfants sont loin, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Ils sont abandonnés à eux-mêmes. Donc, son association qui va les assister, les accompagner, dont la PAC qui contribue aussi à tout cela. Et ça, je tiens à lui dire déjà merci parce que ce n'est pas évident. Et elle a aussi rebondi sur « je m'occupe de ma mère ». Ben, moi aussi, j'ai vécu cette expérience de m'occuper de ma maman jusqu'à ce qu'elle parte en 2020. Et comme elle a dit, ce n'est pas évident. Moi, étant en Europe, la famille en Afrique, ma mère en Afrique, il fallait toujours partir. Elle avait des enfants, j'avais des frères et sœurs, mais on choisit. Dans la famille, souvent on choisit celle que maman aime, donc maman, elle doit s'occuper de maman. Et c'était mon cas. C'était mon cas parce que je savais que ma maman avait mal à la tête, je savais que ma maman avait faim, je savais à quel moment il fallait la vêtir, la chausser, s'occuper d'elle, lui donner un peu de la joie. Donc je m'étais mise en vacation pour ne pas être en CDI. Donc dès que j'avais une opportunité, je montais dans l'avion et j'étais à Abidjan pour m'occuper de ma mère. Et ça, je ne vous dis pas, comme elle a dit, ce n'est pas facile. Il fallait prendre les dispositions. Moi, j'ai pris une aide-soignante, j'ai pris une servante, j'ai pris un appartement, j'ai pris des neveux, des nièces, des personnes pour pouvoir vivre avec elles, pour ne pas qu'elles soient seules. J'étais tout le temps au téléphone. Il fallait envoyer de l'argent, il fallait acheter ceci. C'était toute une organisation. Et je me suis dit, bon, écoute, peut-être que j'en fais un peu trop. Si elle est chez ma sœur, ça irait. Et chez ma sœur, c'était... j'ai envie de voir... Parce que maman était carrément isolée. C'était une personne qui vivait en famille, mais qui était isolée. Isolée au milieu de sa famille. Voilà, donc ce n'était pas évident. Et comment peut-on expliquer cet isolement alors que... Est-ce que c'est propre au troisième âge que de se sentir isolé où que l'on soit, dans un environnement hospitalier, en famille? Quand on veut monter un peu en arrière, dans les années en arrière, les personnes âgées, c'était des personnes qui étaient prises en charge. Qui, aujourd'hui, avec l'évolution de la vie en elle-même, les gens, ils oublient. La maman s'est occupée de nous, le papa s'est occupé de nous. À un certain âge, ils ne peuvent plus. C'est comme en France. Malgré qu'ils sont âgés, ils veulent toujours s'occuper de leurs enfants. Leur donner de l'argent, s'occuper de les anniversaires, les manchettes, les assister. Mais chez nous, en Afrique, c'est le contraire. C'est l'enfant qui doit prendre soin de son parent. Et aujourd'hui, avec l'évolution, comme je le dis, c'est plus évident. Les mentalités ont changé. Donc aujourd'hui, les gens vivent selon le... Ils vivent pour eux. Selon le temps. Mais quand elle parle d'évolution, est-ce que ce n'est pas plutôt une régression? Parce que tout ce qui change n'est pas forcément bénéfique. Si ça se faisait avant, pourquoi et comment est-ce que ça ne se fait plus désormais? Moi, je veux dire que le système impose cela. Donc, comme elle a dit, il y a beaucoup de changements, il y a l'arrivée de pas mal d'informations dans le monde entier. Les gens ont adopté les attitudes qui ne sont pas les nôtres. Et les autres personnes ont pris des habitudes même qui... Aujourd'hui, tu vas voir un jeune qui va parler fort à un parent, qui va même lui lever la main dessus pour lui donner des coups, pour les choses que nous, on ne savait même pas que ça pouvait exister. Donc, quand j'ai vu ici, c'était quoi la solitude? Je me suis dit, si je suis comme ça demain, ça se passe comment? Je me rappelle, mon fils m'a dit une fois, maman, arrête, tu travailles trop là. J'ai dit, j'essaye de cotiser suffisamment si jamais on envoie quelqu'un pour m'aider juste à me laver. Et il me dit, mais nous sommes là. J'ai dit, on ne sait jamais. Quand je regarde la Tour Eiffel, je pense, j'ai été chez une dame parce qu'on avait signalé depuis à la mairie que la dame, on ne la voyait pas sortir. Je suis arrivée chez elle, elle était enfermée et tout, avec son petit chien.
On a dû tout ouvrir, aérer, amener le chien pour le toilettage, aspirer. C'est quand elle me demande, la tour Eiffel est toujours là, que j'ai compris que c'est ce côté d'isolement-là, c'est le haut niveau. Je dis, vous n'avez pas de visite? Elle a dit, j'ai appelé ma fille 3 fois. Je n'ai pas de retour, mais j'ai pleuré. Donc, il y a je ne sais pas comment dire, il y a des actions ou bien des choses qui se passent chez des autres et on se met en situation tout de suite en se disant, demain, si on se trouve dans la même situation, on fait comment? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce que vous prévoyez faire? Parce que c'est bien de mettre de l'argent de côté, mais est-ce que cela règle le problème de l'isolement? Parce que finalement, les personnes âgées qui sont dans l'abandon, qui ont ce sentiment de solitude, hein, le mot revient souvent, ça n'est pas qu'elles n'aient pas les moyens toutes. Mais est-ce que l'argent fait tout? Est-ce que l'argent redonne la capacité à ces personnes d'avoir leurs proches autour? Comment faire? Non, justement, comme elle a dit, c'est le monde qui évolue, mais où nous régressons. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, le monde évolue, donc on fait avec le temps, notre temps. Mais moi, je ne sais pas si mon temps il s'est arrêté, parce que je suis encore dans l'ancien. Pour moi, la personne âgée, c'est une personne qu'on doit vénérer, quoi, en fait. C'est une personne qui nous a assistés, qui s'est occupée de nous. Tu vois des mamans qui ont fait 10 enfants. En Afrique, 10 enfants. Elles sont illettrées, elles sont commerçantes, travailleuses, battantes. Elles ont amené leurs enfants jusqu'à ce que ces enfants-là soient directeurs, chefs d'entreprise, machin, tout ça. Mais ils ne voient pas en retour tout ce que la maman a traversé pour qu'ils soient là. Donc, soit c'est la femme qu'ils vont épouser qui fera qu'il y aura faille, ou c'est la jeune femme même qui dit j'ai honte de présenter ma mère à ma belle famille parce que ma belle famille est riche. Ainsi de suite. C'est pas évident aujourd'hui de par nos métiers. Moi, quand je vais chercher des personnes âgées chez eux à la maison, ils sont par exemple dans le 7e arrondissement au 9e étage avec un tout petit ascenseur. Ils n'ont pas de visite. Il n'y a personne. Quand tu rentres chez eux, tu cherches où même mettre le pied. Ils sont encombrés. Ils ne peuvent rien faire. S'ils n'ont pas quelqu'un pour les soutenir comme ma collègue, pour dire, bon, on va voir avec la mairie pour voir si vous pouvez avoir une aide, ainsi de suite, ils n'ont personne pour faire toutes ces démarches. Et la mairie ne peut pas sillonner, peut pas se promener de maison en maison pour savoir. Donc c'est elle, grâce à son association, qui pourrait permettre à la mairie de savoir qu'il y a des personnes qui sont isolées. Et l'isolement de la personne âgée en France, c'est terrible. C'est terrible. Ils sont seuls. Ils sont seuls. Et pour mon association, c'est ça. C'est aussi m'occuper des personnes âgées ici, comme chez moi, comme dans mon pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons copié tout ce que nous vivons aujourd'hui en Occident. Nous copions, nos frères et nos sœurs copient. Donc ça se répercute sur l'Afrique. On a des frères ici qui sont aisés, qui ont tout, qui vivent leur petite vie comme tout le monde, mais ils ne savent même pas si leur maman a besoin de quelque chose. Ce n'est pas forcément l'argent. Elle a juste besoin de « Allô, ça va? Je viens te voir ». Ça suffit largement. Mais non, elle est malade, oui, je vous fais Western Union, RIA, je vous envoie l'argent, occupez-vous d'elle. L'argent ne fait donc pas tout, c'est bien qu'il y en ait puisqu'il a besoin de pouvoir acheter ceci, faire face aux dépenses. Mais la chaleur humaine, l'encadrement, pourquoi ça devient compliqué? Ou plutôt, comment peut-on faire pour que les choses soient autrement quand on ne joue pas ce match relationnel, intergénérationnel à domicile, quand on n'est pas dans son pays d'origine, avec le cadre auxquels sont habituées ces personnes âgées, et qu'on est à l'étranger, qu'on les fait venir et que malheureusement ce contexte-là ne permet pas forcément de faire comme on voudrait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ça devient la quadrature du cercle. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, qui veulent faire du mieux qu'elles peuvent. Soit il n'y a pas de moyens pour faire face, soit il y a les moyens mais il n'y a pas le temps. Comment faire, Huguette?
Aujourd'hui, le métier d'aide à la personne est classé comme un métier à tension. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lâchent prise, qui trouvent que non seulement c'est super prenant, et comme disait une collègue, c'est un métier à coups et blessures. Parce qu'avec tout ce que nous on trouve sur le terrain, des personnes vraiment, vraiment amochées, des autres pas, heureusement que la population se fait de plus en plus vieillissante aujourd'hui, ce qui fait qu'on a des personnes qu'on va appeler les juniors, de 50 à 55 ans, et puis on va appeler les personnes âgées à partir de 65 ans, et après 77 ans, on va les appeler les aînés. Nous, on a pu les scinder, pourquoi? Parce que, étant donné que nous, on a mis plus de temps sur le terrain dans le service d'aide à la personne, ça va faire 23 ans, on a cerné avec tout ce qu'on a rencontré sur le terrain, les attitudes et les habitudes des personnes. Donc, cela nous a poussé à construire un concept dans le service d'aide à la personne pour amener non seulement les gens à aimer ce travail et avoir un côté professionnel et super bienveillant vis-à-vis des aînés. Pourquoi? Parce que les structures l'exigent maintenant. Les structures l'exigent parce que, au départ, j'ai dit ici, quand vous allez travailler chez quelqu'un, le travail est entamé, il n'est jamais fini. Soit il est fini, il n'est pas bien fait, il y a les plaintes. Et si ma collègue qui aime bien faire son travail, qui aime ce qu'elle fait, si moi je viens, j'aime bien ce que je fais, je vais trouver que le travail n'est pas bien fait. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir rattraper le tir. On se donne plus de temps à bien faire le travail des autres et les autres sont payés pour laisser... Pour un travail qu'ils n'ont pas fait. Pour laisser du boulot derrière. Du coup, il faut former les jeunes, avoir une attitude professionnelle pour pouvoir résoudre ce côté. Alors, cette formation des jeunes, là, cette attitude professionnelle, est-ce que ça n'est pas, puisque c'est ce que l'on a en soi quand on a de l'empathie pour les gens, quand on a de la considération, ça n'est pas quelque chose que l'on a appris sur les bancs, c'est une manière d'être. Est-ce qu'au moment de recruter des personnes, est-ce que cela est pris en considération? Parce qu'on regarde beaucoup aux compétences techniques et on en oublie de veiller à la capacité de la personne ou alors c'est quelque chose qu'on ne peut pas discerner, que pensez-vous? Exactement. Moi qui suis ambulancière, j'ai certains collègues qui vont bafouer le travail, qui vont bafouer le patient et qui vont penser que le patient c'est un colis. Je me suis toujours bagarrée avec, je pense que jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me suis retrouvée pour une histoire de tribunal à cause de ça parce que j'aimais pas comment est-ce que travaillaient mes collègues. Donc j'étais tout le temps en train de râler. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne penses pas que la personne peut être ton parent? Pourquoi tu ne mets pas cette personne à la place de ton père ou de ta mère? Parce que si tu penses que c'est ton parent, tu ne ferais pas ce que tu fais. Et moi, moi je suis venue travailler, hein, c'est mon argent qui m'intéresse. Donc je ne peux pas le faire. Donc ma façon d'être et la façon d'être de mon collègue, ce n'est pas compatible. Ce qui fait qu'en ambulance, il y a des gens qui ont beaucoup d'empathie, mais qui vont travailler avec des gens qui n'ont pas du tout d'empathie. Donc, dans le milieu même d'ambulance, ça ne va pas. On n'a pas envie de travailler tel collègue parce qu'il n'a pas la même empathie que moi et il fait mal son travail, j'ai plus envie de travailler avec lui. Le patron, ça ne l'arrange pas. Soit tu dois virer une personne pour en garder une, il doit recruter une autre personne. Ce n'est pas évident. Donc, c'est vrai qu'on regarde les compétences. Non, on regarde... l'expérience, mon chien, tout ça, mais on ne regarde pas la personne en elle-même. Il n'y a pas de test, je ne sais pas si tu peux mettre ça dans tes trucs, il n'y a pas de test qui va déterminer si la personne a une empathie ou pas, si la personne est humaine ou pas. Et si on peut le lui apprendre, et si elle a la capacité d'apprendre, oui, d'acquérir ses qualités. Mais il faut leur dire, il faut dire aux gens, l'être humain, il naît, il vit, il vieillit. Donc, je me mets à la place de l'autre. Ce que je n'aimerais pas qu'on me le fasse, je ne le fais pas à l'autre. Imagine que demain, je prends de l'âge. Je ne voudrais pas qu'on me fout une cuillère dans la bouche pour me dire « mange vite, je n'ai pas le temps ». Je disais, moi, jamais je mettrais un parent en maison de retraite, mais jamais. Malheureusement, enfin,
Heureusement pour moi, mes parents n'étaient pas en Europe. Mais ils auraient été en Europe, je les aurais imposés à mon mari, on allait habiter ensemble. Même s'il faut trouver une auxiliaire de vie, pendant que je travaille, l'auxiliaire aussi, elle travaille, on la paye, on fait les choses comme il faut, mais jamais je mettrai mon parent en maison de retraite. Jamais. Donc moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'empathie, il n'y en a plus. Les gens, c'est l'argent, c'est... L'humain, il a disparu. C'est ce que je peux dire. D'où tout l'intérêt de ce film dont nous vous avons montré quelques extraits au début de cette émission, je le rappelle donc de Chris Niamke, qui est acteur, mais qui a quand même à son actif d'avoir mis sur la place publique. Hein. Vous pouvez retrouver ce film Ne m'abandonne pas, Saga Love sur YouTube, et nous vous encourageons à regarder cela, à commenter, à cliquer, et puis surtout à en tirer le son. Parce que on est les personnes âgées de bientôt, c'est certainement nous et vous. Et si rien n'est fait par qui que ce soit, on ne va pas y arriver. Je vous laisse réagir, Huguette. C'est vrai que nous avions peur d'être les futurs perdants dans cette histoire de service d'aide à la personne ou bien des bénéficiaires des accompagnants à domicile, tout en sachant que le maintien à domicile devient de plus en plus ample. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent plus rester dans les maisons de retraite. Ben, il y en a aussi qui n'ont pas assez de moyens. Et étant donné que nous sommes les futures personnes âgées, comme vous le dites aussi bien, il faut qu'on sache une chose. Qu'on prépare vraiment tout ce qu'il faut, mais l'État aussi a un grand rôle à jouer. Parce que quand je suis arrivée dans la structure d'aide à la personne où je travaillais, j'ai vu des dames là-bas avec les attelles aux genoux, les ceintures lombaires, les brassières pour les... Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Elles se sont fait. Je demande l'ancienneté, 17 ans, 18 ans. Je dis, et vous avez tout ça? Elles disent, ma fille, qu'est-ce que tu veux? On a souvent des accidents. Et effectivement, il y a beaucoup d'accidents qu'on a sur le terrain, mais sans le vouloir. Hein. Ouais. Il y a les aînés qui d'un coup peut vous donner un coup de poing sans le faire exprès, ou bien en levant un aîné, il prend l'élan de vouloir se lever, il vous traîne avec lui au sol, la chute, ou même en allant travailler, vous tombez dans la rue parce que l'équilibre n'est plus ça. Et ça joue sur les deux, on va dire les deux protagonistes, c'est-à-dire le bénéficiaire et l'intervenante ou l'intervenant, ce qui fait que l'amélioration du temps de travail, il faut vraiment mettre un temps partiel bien rémunéré pour permettre aux gens de pouvoir gérer leur vie et partir travailler avec le sourire. Exact. On parlait tout à l'heure là de trouver... j'ai passé un petit diplôme de coach professionnel en psychologie. Ça nous permet de détecter vraiment des personnes qui ont l'empathie, mais... Franchement, avec la fatigue, même l'empathie, là, peut partir. Mais comment on le détecte d'ailleurs, juste pour que chacun se remette en question? Comment est-ce qu'on peut aider nos téléspectateurs à comprendre que s'ils sont comme ci ou comme ça, ou s'ils réagissent de telle ou telle manière? C'est juste des questions. Quand vous posez des questions, la façon que cette personne répond, et il y a des questions clés qui vous permettent de savoir maintenant si cette personne vraiment a le cœur pour ce métier. Okay. On ne peut pas vous dire, les questions là, c'est... On ne peut pas vous dire que voilà la liste des questions, parce que même quand les gens vont en entretien, les gens se forment pour répondre, pour avoir le travail. Une fois au travail, c'est plus la même chose qui se passe. Mais justement, sur ce point-là, ne redoutez-vous pas que cela fasse, comme on dirait quelqu'un, un appel d'air? Parce que si c'est une profession à temps partiel bien payée, tout le monde va s'engouffrer dans la brèche parce que c'est à temps partiel et bien payé, sans forcément avoir... l'empathie nécessaire, les qualités humaines qu'il faut pour pouvoir faire ce travail. Est-ce que ce n'est pas dangereux, ça? Aujourd'hui, dans ce domaine-là, il y a plusieurs partitions. Il y a des hommes aides-soignants, auxiliaires de vie, des personnes qui s'occupent des familles, qui aiment ça. Ils aiment s'occuper de la personne âgée. Ils ont cette vocation-là. Ils le vivent. Et puis, tu as des personnes qui ont des intentions derrière la tête. Comme quoi, je vais me faire petit, je vais être embauché, je vais travailler. Parce que dans des maisons de retraite, il y a des personnes qui sont aisées financièrement.
Il y a des personnes que ce que je ne peux pas faire dehors, je peux me permettre de faire. Donc, on peut violer la personne âgée pendant que les autres se reposent. Lui, il va arriver et puis la violer. Et il n'y a pas de caméra dans les chambres parce qu'on se dit c'est l'intimité quand même de la personne. Donc, on ne peut pas mettre... Donc, il y a des personnes qui, au début de leur entretien d'embauche, ils sont parfaits. Je bosse toutes les questions qu'on peut me poser. Pourquoi est-ce que vous voulez faire aide-soignant? Pourquoi est-ce que vous voulez faire auxiliaire de vie? Je bosse là-dessus. Je vais sur Internet, je me renseigne tout et tout. Et je viens... Je souris comme il faut. Voilà, je passe haut les mains, je suis embauchée. Mais après, j'ai des idées derrière la tête. Je peux voler cette personne-là parce que dans son coffre à bijoux... En maison de retraite, elles ont des chambres, comme si elles étaient à la maison. Donc, elles ont toutes leurs affaires avec un coffre-fort qui est donné depuis la direction jusqu'aux auxiliaires qui sont avec eux. Donc, on peut utiliser la carte bleue, on peut utiliser les bijoux parce qu'il faut les habiller. Mais cette personne qui a la mauvaise intention, elle y va là-dessus, elle va le voler. Elle peut même violer la personne âgée, elle peut même utiliser sa carte pour lui retirer de l'argent. Et au bout de quelques temps, elle-même, elle va rendre sa démission pour partir. Le temps que vous allez vous en rendre compte, c'est trop tard. C'est trop tard. Donc, il y a beaucoup et comme on a dit, c'est l'État. Mais que peut faire l'État? L'État ne peut pas imposer, par exemple, des caméras, vous l'avez dit. C'est l'intimité des patients. C'est la paye. Mais même si on payait beaucoup, il y aurait des gens mal intentionnés qui viendraient parce que c'est bien payé. Mais je me dis, si je suis bien payée, je vais bien faire. Je vais bien faire. Moi, je vous dis, c'est vrai. Pourquoi? Parce que... Si je suis bien payée, je vais bien faire. Vous êtes d'accord, mesdames? Oui. Nous sommes d'accord. Si vous êtes bien payés, amis qui nous regardez. Ça fait changer des avis. Oui. Ça résout certaines intentions. Ça résout, je vous assure. Il y a des gens qui viennent faire du patchwork parce qu'ils disent que non, je finis vite là, je vais aller ailleurs faire autre chose. Mais si tu sais que tu as un travail décent qui te permet de résoudre certains problèmes, vraiment, ça peut changer. Ça peut changer pourquoi? On va partir sur l'ADVF qui est en 3 séquences. Alors, pour la meilleure compréhension de tous, c'est l'aide. L'ADVF, c'est assistant de vie aux familles. Ça vient sur 3 phases. Donc, on va parler de compétences. On a l'entretien du cadre de vie, qui est la première phase. On a l'assistance des personnes dans ces activités essentielles et quotidiennes de la vie. Ça, c'est après, il y a la garde d'enfants à l'issue des parents à domicile. Déjà, être assistant de vie, vous avez déjà 3 options de boulot. Donc, vous pouvez être technicien de surface ou de domicile, cadre de vie. Vous avez assistance, accompagnement de la bénéficiaire dans ses activités essentielles du quotidien. Vous avez le deuxième, qui est assistance, cuisine, sortie. Maintenant, vous avez la garde de l'enfant. Assurer la garde de l'enfant pendant que les parents ne sont pas là à domicile. Ça fait garde d'enfant. Donc, un titre professionnel comme ça, il est lourd. Dedans, maintenant, ça permet aux futurs intervenants de choisir là où ils sont plus doués. Je peux venir, je dis que non, je ne fais que le ménage à domicile. Il y en a plein maintenant. Il y a beaucoup, quand elles arrivent, elles ont leur tenue, elles sont techniciennes de surface, c'est-à-dire, on ne va pas dire surface, l'entretien du cadre de vie des aînés. Et ne veut pas avoir de contact humain pour qu'on lui reproche peut-être de n'avoir pas eu l'empathie, l'attitude qui convient, et ne pas avoir de problème non plus. On ne se bagarre pas avec les placards à balai, alors que si la grand-mère dit qu'on l'a frappé, il va falloir prouver qu'on ne l'a pas frappé. Voilà. Parce que bon... Alors, parlons un tout petit peu quand même des personnes du 3e âge, avec tout le respect qu'on leur doit. Est-ce qu'elles sont forcément dans les meilleures des dispositions, même si c'était des anges qui venaient prendre soin d'elles? Est-ce qu'elles n'ont pas, pour des raisons de santé mentale ou voilà, quoi que ce soit qui fasse qu'elles aient des attitudes aussi inappropriées, et que faire? Merci Lydie. Effectivement, il y a des personnes âgées qu'on va assister. Et tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elles se comportent comme ça? À travers le film qu'on vient de voir, il y a des personnes âgées qui sont désagréables.
Mais quand on se dit pourquoi, est-ce que si on est bien formé, est-ce qu'on va se demander pourquoi cette personne est Non, mais ainsi? moi, je vais faire autrement. Oui. Parce que je me dis professionnel. Oui. Et je me dis, j'ai beaucoup d'empathie. Donc, je ne ferai pas, je vais pas me baser sur ce qu'elle fait pour... Ces personnes-là, moi, j'ai l'habitude de m'asseoir et de les observer. On les laisse râler, dire tout ce qu'elles veulent. Et puis après, dans tout ce qu'elle dit, tu sens qu'il y a un petit quelque chose qui fait qu'elle aimerait bien que qu'est-ce que je peux dire? Elle aimerait que tu prennes, enfin, tu saches. Qu'elle soit prise en compte parce qu'elle a des préoccupations et ça revient dans le flot de Pourquoi parole. est-ce qu'elles sont souvent désagréables? Parce qu'il y a des personnes qui viennent, qui disent « Ah, dépêchez-vous, moi, j'ai pas beaucoup d'heures à faire, je m'en vais, je me casse. » Alors qu'aujourd'hui, la personne âgée, elle veut que tu t'asseyes, tu causes avec elle, tu prennes ton temps. Et ton thé. Voilà, mais quand tu arrives, tu fais vite, vite. Bonsoir, c'est pour la bonsoir, au toilette. Allez, revoir. je vous trouve aux toilettes. Demain, on lui envoie une autre personne, c'est pareil. Après, on 10 000 lui envoie personnes. une autre personne, c'est pareil. Donc, dans sa tête, il y a une défaillance qui commence à se dire, mais je suis un paquet, je suis un colis. Quand elle repart un peu dans sa vie antérieure, c'était la personne qui est « Bonjour madame », on la respectait. Mais viens que je te change ta couche là, mais dépêche-toi. Mais c'est quoi tout ça? Je prends le cas de ma maman. À un certain âge, maman, elle ne pouvait plus. Donc, il fallait lui mettre la protection. Oh, elle n'a pas supporté du tout. Elle s'est dit, je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas ton bébé. J'ai dit, oui, mais maman, si on sort, tu peux faire sur toi. Donc, ça va juste te protéger et quand on revient, on enlève. Mais j'ai convaincu cette dame pendant 2 semaines. Oui, parce que dans leur tête, tu ne me rabaisses pas à ce niveau-là. Alors, on peut comprendre que ce soit plus difficile pour les personnes âgées quand ce sont leurs proches, parce qu'il y a la pudeur entre familles. Quand c'est des personnes avec lesquelles on n'a aucun lien familial, même si c'est désagréable, à la limite, on est moins inconfortable avec cela. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Oui, mais moi, je pense que quand on sait leur parler, on sait partager, comme le dit la collègue, qui, chaque fois que ces personnes ont des besoins, on l'appelle elle, parce qu'elle est professionnelle. Elle sait comment leur parler, et moi, c'est mon cas. Hein. Quand je vais chercher un patient, quelle que soit sa pathologie, déjà, il est démoralisé. Il ne faut pas l'enfoncer. Il ne faut pas dire, tu arrives à l'hôpital, ils vont te faire l'analyse, mais ça passe ou ça casse, quoi. Ouais. Tu sais que la personne, elle va en fin de vie. Tu ne vas pas l'accompagner avec des phrases, des mots qui se disent qu'elle doit aller mourir. Parce que je les transporte pour les ramener dans des structures de fin de vie. Mais rassure la personne. Rassure-la. Tu vas, on va prendre soin de toi, on va faire beaucoup d'analyses. Les analyses qu'on ne te fait pas à l'hôpital, ils vont en refaire un peu plus profondément pour voir. Jusqu'à ce qu'elle arrive là-bas. Elle y croit encore. Elle s'habitue au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que les jours passent, les semaines passent, sa fin de vie arrive à un moment donné, elle meurt paisiblement. Et ça, c'est de l'accompagnement. Et c'est psychologique, on le dit. Donc, il faut franchement aimer son travail pour faire ça. Il faut aimer son travail. Mourir paisiblement, mais vivre aussi paisiblement quand cela est possible. Et manifestement, les uns et les autres, nous sommes des acteurs de vie paisible, normalement. Si nous prenons la peine, en nous souvenant surtout que le prochain 3e âge, ça n'est jamais loin, hein, ça vient très vite. Nous allons bientôt finir en regardant à nouveau quelques images de l'association Adivas qui, je le rappelle, sur le terrain au Cameroun précisément, va mener des actions avec à sa tête la présidente Viviane Bitek qui était venue nous voir dans une toute autre émission. Qu'on peut voir donc en photo les réalisations de ce qui est fait là-bas, les rencontres sur le terrain. On a vu tout à l'heure que ça ramène toujours de la joie parce que voilà, il se passe quelque chose, il y a quelque chose de différent, il y a un peu d'espoir, on va recevoir un petit colis. Même si on ne reçoit pas grand-chose, on reçoit quand même quelque chose, on comprend qu'on n'est pas oublié, qu'on n'est pas laissé pour compte. Ces personnes âgées que l'on voit sur les photos n'ont pas toutes leurs familles qui sont là.
mais on peut quand même leur redonner plaisir à être les unes avec les autres et savoir qu'il y aura bien quelqu'un de bonne volonté. Ces personnes de bonne volonté, amis téléspectateurs, c'est vous. Écrivez-nous à ladyvousécoute@gmail.com. Puis vous pouvez comme cela contacter Adivas aussi en allant sur les réseaux sociaux. Vous trouverez bien et toutes les structures qui se mobilisent. Je voudrais, avant qu'on ne termine cette émission, vous emmener vers la fin, si seulement on peut clôturer un tel sujet, parce qu'il y a tant à dire. Quelles sont vos perspectives, Huguette? Comment voyez-vous l'avenir de tout cela? Entre l'État qui devrait faire plus, qui ne le fait pas encore, les personnes qui devraient avoir les qualités humaines que personne ne veut avoir parce que personne n'a le temps, est-ce qu'il y a une issue possible ou pas du tout? Ce que je voulais dire encore, que je réitère... Pendant qu'on regarde les photos de votre travail sur le terrain, d'ailleurs, oui, allez-y. Ce que je réitère, c'est de former le personnel des futurs employés au métier et trouver le temps qu'il faut pour les amener à faire bien leur métier. Pourquoi? Parce que on rencontre encore les gens sur le terrain, vous dites troisième âge. Si tu arrives chez un bénéficiaire qui te parle de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, il faut savoir qu'elle a encore des idées d'avant. Donc d'autres même me disaient, vous êtes encore à l'état sauvage. Et moi je disais, vous voulez écouter du zouk? Papy, on va danser du zouk. Hein? Et puis je mets le zouk dans mon téléphone et sa femme se met à rire, lui-même il rigole. Ah, tu as fait rigoler mon mari, ça fait longtemps. Ou quand j'arrive, bonjour, on dit... il ne s'est pas levé ce matin. Je dis, ah bon? Je toque à la porte. Je dis, patron, je suis là pour ta toilette et vous allez passer au laboratoire. Il se tourne. Je dis, ça va? Il dit, ça va. Ah, ça fait 3 jours, il ne nous a pas parlé. Moi, je crois que c'est un truc. Soit on le fait bien, soit on le laisse. Merci. Et est-ce que ce n'est pas quelque chose pour lequel on est soit doué ou pas du tout aussi? Et justement, elle parle de la formation. Il faut former les gens. Moi, je suis pour former les gens. Que ça soit ici, comme ça soit en Afrique, il faut former les gens. Moi, particulièrement, pour mon association Nyato Diaspora, au niveau de mon pays, je me dis, je vais vers les personnes âgées. Et ce que j'ai trouvé tout de suite frappant, c'est que ces personnes âgées-là sont livrées à eux-mêmes. Côté médical, ils n'ont pas de suivi. Ils n'ont pas de suivi. Donc, ils ont été malades le mois dernier, ils ont fait un paludisme. Ils sont allés, ils sont guéris, ils sont allés au champ. L'autre, elle a trébuché, elle est tombée, elle s'est cassé le col du fémur. Elle rentre à la maison, on lui donne du Doliprane. On lui donne du Doliprane, comme quoi c'est la douleur, ça va passer. Mais ça, cette cassure-là, ça prend de l'ampleur et la douleur persiste. Et ça se change à autre chose. Il n'y a pas de suivi. Donc moi, tout de suite, d'entrée, je me suis dit, dès que je vais arriver, je vais pouvoir distribuer des carnets de santé. Pour qu'il y ait un suivi. Point suivi, déjà. Là, si elle avait fait un paludisme la semaine dernière, le prochain médecin ou bien l'infirmière ou bien l'infirmier qui va la voir saura que telle date, elle avait fait un paludisme, il aura un suivi. Et ça, c'est important. Donc, j'appelle aussi à la population, aux gens de mon département, de ma ville, si je venais à faire cette action sur le terrain, vous mobiliser. Mobilisez-vous pour que vos parents, leurs parents, aient chacun un carnet de santé. Et même si vous ne la voyez pas, ou que vous soyez sur le continent et même en France, ayons tous un carnet de santé. On va le faire même avec la collègue, aller au Cameroun, même pourquoi ne pas le faire. Voilà, nous avons tissé du lien social, nous sommes contents. Merci beaucoup, mesdames, pour ce que vous faites. Continuez. Amis téléspectateurs, écrivez-nous ladyvousécoute@gmail.com et puis surtout, n'oubliez pas que vous êtes les prochains. Alors commencez maintenant à faire ce qu'il faut. Vous en bénéficierez. À bientôt.